Amoureux du foot, bonjour. Le gardien occupe l'un des postes les plus importants dans le football. Ultime rempart devant les cages, il a pour mission d'empêcher le ballon de rentrer dans ce filet, autrement dit d'éviter une défaite à son équipe. Il peut être le héros ou le zéro d'une partie. Particulièrement exposé, son rôle est très différent de celui des autres joueurs, à tel point que pour moi, il ne peut pas vraiment être comparé à eux. Il devrait ainsi exister un gant d'or qui viendrait récompenser le meilleur goal comme le ballon d'or vient récompenser le meilleur footballeur de champ. Une chose est sûre en tout cas, Lev Yashin, seul portier à avoir décroché le Saint Graal en 1963, n'est pas près d'avoir un successeur. La France a pourtant eu beaucoup de très bons gardiens. Elle a même parfois eu pas moins de deux ténors à la fois pour un seul poste. Dans cette vidéo, nous allons tâcher de déterminer quels sont les 10 meilleurs gardiens français de l'histoire. C'est parti! Un chiffre est associé à Michael Landreau, 618. C'est le nombre de rencontres qu'il a disputées en Ligue 1, faisant de lui le recordman en termes d'apparitions dans le championnat de France. Pour y parvenir, il a dû jouer pas moins de 18 saisons en tant que titulaire au plus haut niveau, de ses débuts à Nantes en 1996 à la fin de sa carrière à Bastia. Pour dresser son parcours, remontons un peu le temps. Dans les années 1990, Nantes est encore l'un des plus grands clubs français. Il ne possède pas forcément beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui, mais son centre de formation tourne à plein régime avec une réelle identité de jeu. C'est dans ce contexte que Landreau apparaît à l'âge de 17 ans en profitant d'une blessure du titulaire habituel Dominique Casagrande. Très vite, un boulevard s'ouvre devant lui. Malgré son jeune âge, Landreau devient un cadre de l'équipe et l'un des chouchous de la Beaujoire. Il remporte avec les Canaries 2 coupes nationales ainsi qu'un titre de champion de France en 2001. On s'attend à ce qu'il effectue toute sa carrière en Loire-Atlantique. Mais à la surprise générale, il s'envole pour Paris en 2006. À cette époque, le PSG va très mal. Malgré un paquet de noms ronflants dans son effectif, il frôle la descente en Ligue 2 à 2 reprises et traverse plusieurs crises. Pas toujours irréprochable, Landreau quitte le club de la capitale en 2009 avec cependant une Coupe de la Ligue dans l'escarcelle et s'engage avec Lille. Au LOSC, il retrouve un environnement plus serein et mieux structuré, similaire à celui qu'il a connu à Nantes. Il remporte un 2e titre de champion de France et une 4e Coupe nationale en 2011, puis part lors de l'hiver 2013 terminer son parcours à Bastia. En équipe de France, Landreau se retrouve pendant très longtemps en concurrence avec Sébastien Frey pour être le 3e gardien du groupe derrière Barthez et Coupet. Il ne se montre pas spécialement plus fort que lui, mais a l'avantage de jouer en France alors que son rival évolue en Italie. Bénéficiant de plus de visibilité, d'un meilleur palmarès et de plus de capital sympathie, il parvient globalement à prendre le dessus, ce qui lui permet de remporter 2 Coupes des Confédérations et d'être finaliste du Mondial 2006. Il raccroche définitivement les crampons à l'issue de la Coupe du Monde 2014. Si Landreau n'a jamais été en mesure d'être le numéro 1 chez les Bleus malgré ses 11 sélections, il existe un domaine où il s'est montré meilleur que ses concurrents, les pénaltys. Durant sa carrière, il en a arrêté 39 sur 79, ce qui correspond exactement à la moitié. C'est beaucoup plus que le ratio d'un gardien ordinaire qui tourne entre 10 et 15% en moyenne. Rien que pour ça, il mérite sa place dans le classement. Bien qu'il ait été formé à Angers, le nom d'Ulrich Ramé est indiscutablement rattaché à celui de Bordeaux. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait qu'il a remporté tous ses titres avec le club d'Aquitaine?
où il est resté pendant 14 ans. Tout commence ainsi. Après avoir protégé les cages du SCO en Ligue 2 et même en National, Ramé est recruté par Bordeaux en 1997 en même temps qu'un autre gardien nommé Stanley Menzo. Ce dernier, âgé de 34 ans, possède une riche carrière derrière lui puisqu'il a déjà quasiment tout gagné avec son ancien club, l'Ajax Amsterdam. Autrement dit, Ramé est normalement promis à une place de remplaçant et doit apprendre dans l'ombre de ce grand goal avant de devenir pleinement titulaire d'ici 2 ou 3 saisons. Mais ce n'est que de la théorie. Conscient de la méforme de son portier star vieillissant, l'entraîneur bordelais Guy Stéphane décide de faire jouer la concurrence entre les deux gardiens. Et rapidement, la jeunesse de Ramé, âgé de 25 ans, l'emporte. Le Français gagne sa place dans les cages girondines et il ne la lâchera pas pendant plus de 10 ans. Solide dans ses interventions, efficace dans ses prises de balles, aussi bon dans les airs que dans les pieds des attaquants adverses, Ramé peut se vanter d'être un portier complet. Sa régularité, conjuguée à son caractère humble, font de lui l'un des meilleurs gardiens de l'élite pendant très longtemps. En équipe de France, Ramé est convoqué par Roger Lemaire pour être le troisième gardien des Bleus lors de l'Euro 2000. Puis, suite au départ en retraite de Bernard Lama, il devient la doublure de Fabien Barthez pendant plus de 2 ans. D'ailleurs, lorsque le divin chauve se montre absent pendant la Coupe des Confédérations 2001, c'est lui qui garde les filets de l'équipe de France en majorité, n'encaissant qu'un seul but en 3 matchs. En revanche, suite au progrès de Grégory Coupet, Ramé finit par être rétrogradé. Jacques Santini décide même de prendre comme troisième gardien Michael Landreau pour la Coupe des Confédérations 2003. À partir de ce moment-là, la carrière internationale du Girondin est finie. Mais cela ne l'empêche pas de rester excellent en club. Avec Bordeaux, Ramé dispute un total impressionnant de 525 rencontres, toutes compétitions confondues. Il remporte 2 championnats de France ainsi que 2 coupes de la Ligue. Il termine également 2 fois dauphin de Lyon et perd encore 2 finales de Coupe nationale, ce qui démontre une présence constante au haut niveau, à laquelle il n'aura manqué qu'une épopée en Coupe d'Europe. Ce n'est qu'en 2009, à 37 ans, qu'il perd sa place de titulaire en Gironde au profit de Cédric Carasso, par ailleurs lui aussi international français. Il se résigne alors par la suite à quitter enfin sa belle Aquitaine et termine sa carrière en Ligue 2 à Sedan en 2013 à 41 ans. Bien que ce soit un pur produit du centre de formation de Monaco, c'est à Saint-Étienne que le nom de Stéphane Ruffier est associé. En effet, suite à la relégation des Monégasques en 2011, il décide à l'âge de 25 ans de partir à la SS. Normalement, ce n'est censé n'être qu'une étape pour lui avant de tenter sa chance dans un grand club. Mais celui que l'on surnomme la Ruffe en décide autrement. Ruffier se sent immédiatement comme un poisson dans l'eau chez les Verts. Il n'a aucun mal à s'emparer de la place de l'emblématique Jérémy Janot et devient le joueur le plus fort de son équipe sur la durée. Rassurant sur sa ligne et doté d'une très bonne prise de balle, c'est une force tranquille qui règne en maître dans sa surface. Chaque été, on s'attend à ce que Ruffier plie bagage pour une grosse formation étrangère. Mais à chaque fois, il reste dans le Forez. Cela étonne beaucoup, car même si Saint-Étienne occupe alors une place dans le top 5 du championnat français et participe à plusieurs reprises à la Ligue Europa, ce n'est normalement pas assez pour la Ruffe. Vu son potentiel, il devrait disputer au minimum la Ligue des Champions chaque saison. Certains vont même jusqu'à dire qu'au sein d'une grosse équipe, il pourrait sérieusement concurrencer Loris pour le poste de numéro 1 en équipe de France. Le problème, c'est que Ruffier n'aime guère bouger. C'est pourquoi il refuse de nombreuses offres. Par ailleurs, plusieurs rumeurs circulent sur le fait qu'il ait du mal à s'intégrer dans un groupe. Or, cela est une donnée très importante pour Didier Deschamps. Ainsi donc, peu après le Mondial 2014, le sélectionneur décide de l'exclure des Bleus au profit de Benoît Costil et d'Alphonse Areola, jugés plus souples de caractère. Ruffier n'a donc pas eu la carrière qu'il méritait. Certes, sans lui, la SS ne serait probablement jamais parvenue à se maintenir si longtemps à un niveau européen, mais cela doit lui faire une belle jambe car elle finira licenciée pour faute grave par le club stéphanois en 2020. En définitive,
il n'aura eu, en tout et pour tout, qu'une Coupe de la Ligue en 2013. Dommage, car vu son niveau éclatant, qui se serait sans doute encore amélioré au sein d'une prestigieuse institution, il aurait pu décrocher les étoiles. Formé au Havre, Steve Mandanda débute sa carrière en Ligue 2. En 2007, à l'âge de 22 ans, il rejoint Marseille afin de suppléer Cédric Carasso, blessé. Rapidement, il se montre à la surprise générale beaucoup plus fort que ce dernier. Sa capacité à jaillir dans les pieds des attaquants adverses, son sens de l'anticipation et son explosivité font merveille. Si on ajoute à cela un jeu aérien solide et un vrai caractère de guerrier, on a droit à l'un des meilleurs gardiens de l'Hexagone. Étoile montante du football français, Mandanda est invité par Raymond Domenech à participer à l'Euro 2008. Il succède ensuite à Grégory Coupet pendant un temps en tant que numéro 1 avant de se faire battre par Hugo Lloris, doté notamment d'une meilleure qualité de relance. Les deux hommes vont alors se livrer à une guerre des Gaules effrénée qui prendra tout son sens, en particulier lors des Olympicos. Hormis un exil raté d'une saison à Crystal Palace, Mandanda effectue toute sa carrière en France. Cadre de l'OM, avec qui il gagne un championnat et 3 coupes de la Ligue consécutives, il est aujourd'hui le joueur le plus capé de l'histoire du club phocéen, avec pas moins de 613 apparitions, toutes compétitions confondues. Abonné à l'équipe de France en tant que numéro 2, il participe à toutes les grandes compétitions de 2008 à 2022, hormis la Coupe du Monde 2014 en raison d'une blessure. Cela lui permet de comptabiliser un total honorable de 35 sélections et surtout de gagner le Mondial 2018 tout en terminant finaliste de celui de 2022. Actuellement âgé de 39 ans, Mandanda n'est toujours pas en retraite mais poursuit sa carrière à Rennes. Sa longévité force le respect. Élu à pas moins de 5 reprises meilleur gardien de la Ligue 1, il a incontestablement marqué le championnat de France de son empreinte. Seul petit bémol, dommage qu'il ait perdu la finale de l'Europa League en 2008 avec l'OM. Pour des raisons diverses, liées à mon âge et au manque d'archives, je ne peux quasiment pas parler des joueurs très anciens. Mais je me dois de faire une exception avec Joël Batz. Pourquoi lui et pas un autre? J'aurais pu citer Jean-Luc Ettori ou Dominique Drospi par exemple. Ces deux gardiens ont gagné plus de titres que lui avec Monaco et Bordeaux, mais ils ne possèdent pas son histoire avec l'équipe de France. Batz est en effet le portier des Bleus qui ont gagné l'Euro 1984. Il est également celui avec qui ils se sont hissés jusqu'à la 3e place du Mondial 1986. Autrement dit, il est le tout premier gardien français à recevoir une récompense internationale bien avant Fabien Barthez. Mais ce n'est pas tout. Avant Batz, le poste de gardien de but était très instable en équipe de France. Pendant des décennies, de très nombreux goals se sont succédés sans jamais parvenir à s'imposer durablement, restant bloqués à une dizaine de sélections en moyenne. Batz est le premier à avoir changé cela. De 1983 à 1989, il porta à pas moins de 50 reprises la tunique bleue, ce qui est d'autant plus énorme qu'il y avait à l'époque moins de matchs internationaux qu'aujourd'hui. Cela démontre bien à quel point il s'est révélé supérieur à l'ensemble de ses concurrents. Certes, certains d'entre eux ont peut-être eu la chance d'évoluer dans des équipes supérieures et de rafler plus de trophées domestiques. Mais cela s'explique parce qu'à cette époque, les transferts étaient beaucoup plus rares. Personne n'avait envie d'investir une somme faramineuse sur un portier ou de pratiquer le turnover comme cela se fait maintenant. Batz n'a ainsi remporté qu'un seul titre de champion de France en 1986 avec Paris. C'est 3 fois moins que Drospi, le goal du Grand Bordeaux des années 1980. Mais si les sélectionneurs Michel Hidalgo et Henri Michel l'ont préféré au Bordelais, ce n'est pas pour rien. Bien sûr, il est très difficile de déterminer le niveau de Batz par rapport à des gardiens plus récents. Avait-il le niveau d'un Landreau ou était-il beaucoup plus fort par exemple? Seuls les vieux connaisseurs qui l'ont vu jouer en direct peuvent tenter la comparaison en faisant appel à leur mémoire. Il n'empêche, étant donné sa supériorité écrasante sur ses contemporains, Batz devait déjà être sacrément doué. C'est la raison pour laquelle je le place si haut dans le classement. Ceux qui le dépassent sont tous des ténors.
Bien qu'originaire de Guyane, c'est dans le froid de l'île que Bernard Lama effectue ses grands débuts en tant que footballeur. Contrairement à d'autres gardiens, ses premiers entraîneurs n'ont pas décelé en lui un grand potentiel dès le début. Il fut donc considéré comme un simple portier ordinaire jusqu'à son arrivée à Paris en 1992. Dès lors, tout change. Le PSG est alors en pleine ascension grâce au nouveau fonds d'investissement émis par Canal+, et Lama devient à 29 ans un cadre de cette équipe. Il progresse en même temps que le club de la capitale et découvre avec ce dernier les différentes Coupes d'Europe. Il livre de magnifiques campagnes, atteignant toujours au minimum le dernier carré de la compétition chaque année et remporte même la Coupe des Coupes en 1996. Quand on est le goal de l'équipe la plus renommée du pays, suite à la dégringolade de Marseille, on est évidemment aidé pour intégrer l'équipe de France. Lama est sélectionné pour la première fois en bleu en 1993 par Gérard Rouillet. Puis, Aimé Jacquet en fait son titulaire rapidement pendant la campagne de l'Euro 1996. Lama enchaîne donc les récompenses. Il est considéré comme le meilleur goal de France, et ce malgré la concurrence de Fabien Barthez. Très à l'aise dans les airs, il se montre efficace sur ses prises de balles et inspire une vraie autorité sur sa défense. Néanmoins, ses approximations balle au pied et son mauvais choix de carrière vont lui coûter très cher. En 1997, à un an de la Coupe du Monde, Lama décide de quitter Paris pour tenter une expérience étrangère à West Ham. Il prend là un gros risque, d'autant plus que ce club londonien n'a terminé que 14e du dernier championnat d'Angleterre. Son aventure ne se passe pas très bien, et il est en plus rattrapé par des problèmes extrasportifs liés à la drogue. Barthez en profite alors pour lui chipper sa place de numéro 1 chez les Bleus. On le sait, chez les gardiens, la hiérarchie est rarement remise en question. Le divin chauve sort en plus grandi du mondial 1998 et est maintenant considéré comme le meilleur goal du monde. Lama ne peut plus rivaliser avec lui. Vivant mal cette situation, il tente le tout pour le tout en rentrant à Paris. Mais ses bonnes performances avec le PSG ne lui donnent plus droit qu'au match de second plan en bleu. Après l'Euro 2000, il décide donc d'arrêter sa carrière internationale à 37 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il est le seul portier français avec Barthez à avoir remporté une Coupe d'Europe en club. Formé mais non conservé par Paris, Mike Maignan débute sa carrière avec Lille. D'abord doublure de Vincent Enyama, il lui succède en 2017-2018 à l'âge de 22 ans. Les débuts sont un peu délicats, car le LOSC vit une période troublée avec l'arrivée du nouveau président Gérard Lopez et menace de descendre. Mais il est finalement maintenu par l'entraîneur Christophe Galtier et va dès lors effectuer une remontée en flèche lors des exercices suivants. Au même titre que plusieurs joueurs de son équipe, Maignan se révèle progressivement. Il découvre les joies de la Ligue des Champions, se fait élire meilleur gardien de Ligue 1 en 2019 et remporte le championnat de France à la surprise générale devant Paris en 2021. Évidemment, celui que les supporters appellent Magic Mike sait qu'il ne pourra pas aller plus haut avec les Dogs. Mais ce n'est pas grave, car un nouveau challenge l'attend au Milan AC. Chargé de remplacer Gianluigi Donnarumma, tout juste parti à Paris, il s'acquitte de la tâche avec brio. D'ailleurs, dès sa première saison, il remporte le Scudetto et est élu meilleur goal de Serie A. Il y a pire comme début. Maignan est le seul joueur de cette liste encore en activité au haut niveau avec Mandanda. Contraint pendant un certain temps d'être la doublure du coloris en équipe de France, il est depuis l'Euro 2024 le gardien numéro 1 des Bleus et devrait en principe le rester longtemps. C'est un peu un mix de plusieurs portiers. Il possède l'agilité de Lama, l'autorité aérienne de Coupet et se débrouille plutôt bien sur les pénaltys. Peut-être montera-t-il encore plus haut dans la hiérarchie un jour. Parmi les joueurs qui composent cette liste, Hugo Lloris est quasiment celui qui possède le plus petit palmarès en club. Pourtant, rien ne laissait présager cela au départ. Finaliste de la Coupe de la Ligue 2006 avec son club formateur Nice dès sa première saison professionnelle, il rejoint Lyon en 2008 à l'âge de 22 ans avec la mission de remplacer Grégory Coupet. Lloris s'acquitte fort bien de cette tâche qui n'était clairement pas facile, mais malheureusement pour lui, il arrive pile au moment où l'OL commence à décliner.
Alors qu'il s'attendait logiquement à remporter de nombreux titres, il ne soulève qu'une Coupe de France en 4 saisons avant de s'envoler pour Tottenham en 2012. On ne peut pas dire que ce choix soit vraiment judicieux, car en dépit de tous leurs efforts, les Spurs ne parviennent jamais à se hisser parmi les sommets en Angleterre. Certes, Lloris atteint la finale de la Ligue des Champions en 2019, mais c'est à peu près la seule chose qu'il faut retenir de son parcours au niveau collectif en Grande-Bretagne. Fort heureusement, notre gardien se rattrape à merveille en équipe de France. L'histoire commence pourtant mal, puisqu'il fait partie des 23 à faire la grève de Naïsna lors du Mondial 2010. Mais on ne l'en tient cependant pas vraiment rigueur à titre personnel. Titulaire indiscutable sous le maillot bleu, Lloris remporte la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations en 2021. Comme si cela ne suffisait pas, il termine finaliste de l'Euro 2016 et du Mondial 2022. Tout cela fait de lui l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de l'équipe de France. La longévité de Lloris est impressionnante. Au départ, Steve Mandanda avait le dessus sur lui, mais il est parvenu à lui passer devant assez vite dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2010 et n'a ensuite plus jamais vu quelqu'un menacer sa place. C'est ainsi qu'il a battu le record de Lilian Thuram pour devenir en 2022 le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus avec 145 sélections. À titre anecdotique, pas moins de 63 d'entre elles se sont terminées sur des clean sheets, ce qui correspond à presque la moitié. Certes, Lloris a accompli plusieurs boulettes dans son parcours, dont une célèbre mais heureusement sans incidence en finale du Mondial 2018 contre la Croatie. Mais d'une manière générale, il a très bien su répondre au présent et livrer parfois des prestations extraordinaires, que ce soit en club ou en sélection. Très adroit sur sa ligne, doté de réflexes prodigieux et capable de se coucher très vite au sol, il aurait clairement pu viser mieux que Tottenham. Un transfert dans un top club comme Chelsea, Manchester City ou même Paris lui aurait conféré une reconnaissance universelle parmi les meilleurs portiers de sa génération. Mais il a préféré se montrer fidèle aux Spurs jusqu'à la fin, sans doute pour préserver sa stabilité familiale. J'entends déjà certains s'indigner. C'est vrai que dans la mémoire collective, Fabien Barthez est probablement le plus grand gardien français. Il a d'ailleurs été le meilleur du monde à une époque. Ce n'est pas pour rien que l'on l'appelle Fabulous Fab ou le divin chauve. Comme tout le monde, j'apprécie Barthez, rassurez-vous. Son parcours d'abord parle pour lui. Formé à Toulouse, il rejoint très vite Marseille et profite de la blessure de Pascal Olmeta pour remporter à 21 ans la Ligue des Champions 1993. Très attaché à l'OM, il y reste même après sa relégation administrative pendant un temps, avant de filer à Monaco en 1995. Avec les Monégasques, il remporte 2 titres de champion de France avant de faire pareil en Angleterre sous le maillot de Manchester United. Mais malheureusement, même sous les ordres de Sir Alex Ferguson, il ne parvient pas à être en mesure de gagner un nouveau trophée européen. En revanche, il est tout proche d'y parvenir à son retour à Marseille en 2004. Mais en partie par sa faute, l'OM s'incline contre Valence en finale de la Coupe UEFA. En équipe de France, Barthez est pendant longtemps la doublure de Bernard Lama. Mais quelque temps avant le Mondial 1998, il réussit à lui chipper sa place. Dès lors, il devient indétrônable. En effet, le portier parisien a beau être très populaire dans l'Hexagone, pas facile de sortir celui avec qui on vient de décrocher le Saint Graal. Au même titre que Zidane, Deschamps ou de Sailly, Barthez incarne la France qui gagne. C'est ainsi qu'il remporte avec les Bleus l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations en 2003. Certes, il est également présent lors des échecs de 2002 et 2004, mais rebondit en se hissant en finale du Mondial 2006. Sur le papier, c'est énorme. Et concrètement, ça l'est tout autant. Barthez est un showman. C'est le genre de gardien qui n'a pas peur de sortir de ses cages et de prendre des risques. Très adroit sur sa ligne, il effectue des arrêts, pas toujours académiques, mais efficaces. De par sa science du placement supérieure à la moyenne, il sait comment anticiper n'importe quel type de frappe. Les ballons flottants ne lui font d'ailleurs guère peur. Ce n'est pas tout. Barthez est aussi connu pour sa capacité de relance extraordinaire. De la main, il peut envoyer le ballon de manière très précise à un joueur situé à 50 mètres de lui, ce qui participe grandement à l'attaque. Franchement, jusqu'à aujourd'hui,
Je n'ai jamais vu un autre goal partager cette compétence. Alors, pourquoi n'est-il que deuxième dans le classement? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son jeu aérien est un peu léger. Sa prise de balle n'est pas toujours parfaite. De plus, Barthez se montre assez irrégulier. Capable d'être le meilleur gardien dans un tournoi qui ne dure qu'un mois, il connaît en revanche des baisses de régime sur une saison complète. Parfois, il commet d'ailleurs des boulettes sacrément évitables. Ce n'est pas tout. Sans tous ces titres, Barthez serait un personnage un peu controversé. Suspendu 6 mois en 2005-2006 à cause d'une affaire de crachat sur un arbitre lors d'un match amical, il ne montre pas toujours le bon exemple. De plus, sa pige à Nantes en 2007, après avoir arrêté sa carrière, se révèle calamiteuse. Certes, les Canaries n'allaient déjà pas bien avant qu'il ne les rejoigne à la trêve, mais on ne peut pas dire qu'il ait tout fait pour les maintenir. Dommage que sa fin de parcours ait été ainsi gâchée, alors que cela aurait été tellement plus simple de tirer sa révérence à l'issue du mondial 2006. Parmi le trio de tête, Grégory Coupet est sûrement le gardien le moins connu. C'est logique, car contrairement à Loris et Barthez, il n'a pas remporté une Coupe du Monde ni un Euro, mais seulement 2 Coupes des Confédérations. Pendant très longtemps, il a été en bleu la doublure du divin chauve. Dans ce cas, pourquoi est-ce lui que je mets en premier? Pour le savoir, commençons par le commencement. Formé à Saint-Étienne, Coupet se voit transféré à Lyon au cours de l'hiver 1997. À cette époque, l'OL n'est encore qu'un simple bon club de Ligue 1 en plein développement, mais sans aucun palmarès. Ceci dit, cela ne va pas durer. Après la Coupe de la Ligue en 2001, les Gaunes remportent leur premier titre de champion de France en 2002. 6 autres consécutifs suivront. Personnage incontournable de tous ces sacres, Coupet progresse régulièrement en même temps que son équipe. Ses prestations en Ligue des Champions impressionnent notamment, mais il lui manque une occasion pour tenter de détrôner Barthez en équipe de France. Cette opportunité arrive en 2005. Suspendu de longs mois à cause d'une affaire de crachat, le divin chauve se voit contraint de laisser sa place pendant 6 matchs. Coupet fait alors mieux qu'assurer l'intérim, à tel point qu'un gros débat anime bientôt les passionnés de foot. Quel gardien choisir pour le mondial 2006? Un sondage de Téléfoot place en tête Coupet. Il n'est pas le seul. Coupet évolue dans le club le plus fort de France. À cette époque, Marseille est incontestablement loin derrière Lyon et éprouve du mal à se qualifier, ne serait-ce qu'en Coupe UEFA. De plus, Coupet est régulièrement élu meilleur goal du championnat au trophée UNFP devant Barthez lors des fins de saison. Sur le terrain, Coupet apparaît plus régulier. Il ne commet pratiquement pas de bévues et possède une super prise de balle, ce qui est une qualité indispensable chez les gardiens. La solidité qu'il dégage est impressionnante. N'importe quel défenseur peut se sentir en sûreté avec lui. Finalement, le sélectionneur Raymond Domenech opte pour Barthez, mais il le fait sans doute davantage pour plaire au cadre du groupe et miser sur l'expérience plutôt que pour des raisons purement sportives. Coupet prend d'ailleurs très mal la chose et menace de quitter le groupe lors du stage de préparation au mondial à Tignes. Il y a de quoi. Franchement, je ne peux pas affirmer que Coupet est plus fort que Barthez à son prime, mais en tout cas, il était supérieur à lui en 2006. Après la retraite du divin chauve, il devient enfin titulaire chez les tricolores, mais il a déjà 34 ans. C'est trop tard pour écrire son histoire avec les Bleus. Après un Euro 2008 calamiteux, il met un terme à sa carrière internationale et quitte Lyon par la même occasion. Sa fin de parcours est anecdotique. Après une expérience ratée à l'Atlético Madrid, Coupet rebondit un peu à Paris, mais son âge le rattrape avec plusieurs blessures. Finalement, il raccroche les crampons en 2011 à l'aube de ses 39 ans. Coupet a eu le malheur d'être de la même génération que Barthez et de n'avoir eu l'occasion d'alimenter vraiment le débat que trop tard. Pour information, Fabulous Fab aurait très bien pu connaître la même chose et vivre dans l'ombre de Bernard Lama constamment si ce dernier n'avait pas été suspendu pour une affaire de cannabis en 1997. La différence entre une bonne et une grande carrière tient parfois à pas grand-chose, surtout chez les portiers. C'était Louzaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Ballon d'Air pur.